Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui, grâce à Photosolar, je vais te présenter le Canon M50 Mark II. Allez, c'est parti. L'année dernière, j'avais fait une vidéo sur le M50, premier du nom. Alors, il n'y avait pas de marque 1 ni rien, mais c'était M50, c'est tout. Et beaucoup de gens me demandaient ce qui allait se passer avec la Mark II, avec le Mark II. Et il y a quelques jours, Photosolar m'a téléphoné, m'a dit tiens, j'ai un M50 Mark II, si tu veux essayer faire un test, jette un œil. Alors, il y a beaucoup de gens qui attendaient cet appareil photo pour voir si certaines lacunes de la version 1 avaient été comblées. Voilà, c'est ce qu'on va voir. Alors, j'ai fait des photos, des vidéos, j'ai fait des essais, puis je vais dire un petit peu si ça vaut le coup si tu as la version 1, passer à la version 2, ou si tu veux un M50, si tu vas acheter un M50 version 1 ou directement le Mark II pour voir. Donc je vais te donner mon opinion et on va voir ça ensemble tout de suite. Alors, le premier truc que tu vas remarquer quand tu vas comparer les deux appareils photo, c'est qu'ils sont, la version 1 et la version 2, c'est qu'ils sont exactement identiques. C'est-à-dire que la chose qui est le plus impressionnant au niveau de la différence physique, vraiment c'est fort, c'est que là c'est marqué Mark II, tu vois, ça c'est la grosse différence, ok. Donc je vais te rappeler un petit peu, donc pour que tu n'aies pas regardé seulement toute la vidéo de la première version, mais on va voir. C'est un mirrorless APS-C de 24,1 millions de pixels, donc objectif interchangeable de monture EF-M, ok, de Canon. Alors, ça c'est le 15-45 de kit. Alors le petit problème de Canon, c'est qu'il n'y avait pas trop d'objectifs monture M, mais Sigma en a sorti. Donc voilà, bon, donc ça donne une deuxième vie, une vie plus longue à la série M de Canon, d'accord. Donc physiquement, alors c'est un capteur de 24,1 millions de pixels, c'est le même capteur qu'avant. Et donc, physiquement, tu vas vraiment voir que c'est pareil. Donc, il y a beaucoup de gens qui attendaient peut-être un nouvel écran, pareil. Un nouveau viseur, pareil. Des nouveaux boutons, pareil. Un nouveau autofocus, pratiquement pareil. Nouvelle vidéo, pareil. Tout pareil. Ah non, c'est faux. C'est faux. Il y a un changement. Il y a un changement qui est pas mal. Alors là, c'est pas mal. Ok. Enfin, le HDMI qu'ils ont mis, la sortie HDMI, tu peux avoir une version propre. C'est-à-dire que si tu veux faire du streaming, c'est-à-dire émettre en temps réel et utiliser ton appareil photo comme une webcam, en plus avec l'autofocus et puis beaucoup plus de luminosité, meilleure qualité qu'avec une webcam d'ordinateur, eh bien tu peux l'utiliser, mais le problème quand tu utilises un HDMI comme avant, ou beaucoup d'appareils photo sur la M50 première version, c'est que tu as des textes d'information, parce que la sortie HDMI normalement c'est pour un écran de contrôle, et c'est pas pour tu l'utilises pas forcément pour enregistrer, donc les textes ils apparaissent, enfin ça dépend des niveaux des appareils photo, mais je parle dans cette gamme, ok. Donc là il y a une version clean, propre, ça veut dire que tu as une sortie qui n'a pas de texte, donc tu peux l'utiliser. Donc ça c'est pour certains c'est très important. Je crois que si ça sortait comme ça sur le M200, mais là bon, mais ils l'ont mis là-dessus aussi, donc voilà, ça c'est vraiment une des grosses différences. Sinon le reste on va voir, il n'y a pas des grosses différences. Je te parle des photos, des vidéos, tu vas voir, mais bon, c'est un peu pareil. Donc, je te donne quand même quelques infos. Alors, un autre truc qu'ils ont fait, alors important, je viens de te parler du streaming HDMI, mais non seulement tu peux faire la sortie par câble, mais ils ont rajouté que tu peux faire du streaming sur YouTube, c'est-à-dire du direct sur YouTube, en mode Wi-Fi, c'est-à-dire que tu te promènes dans ta maison et tu veux pas avoir un câble qui est accroché à l'appareil photo, tu peux le faire en Wi-Fi. Alors évidemment, seulement si ta chaîne YouTube te permet de le faire, parce que le direct c'est à partir d'un certain nombre de gens qui te suivent, il y a certaines conditions, ok, pour le direct, ok. Mais enfin bon, si toi c'est possible, voilà, tu peux le faire avec ça. Alors la taille reste la même, le boîtier c'est 387 grammes, donc sans objectif, la taille 116,3, 88 mm de haut et 58 de profondeur. Enfin, c'est un appareil que j'aime bien, que tu as bien en main, il est petit, hein, mais tu l'as bien en main, c'est un appareil à mon avis qui est agréable comme petit appareil de voyage, ou avoir un petit peu partout pour se promener, ou de la rue, c'est un appareil qui est très agréable à avoir en main. Peut-être quelqu'un qui a des grosses mains, mais comme il n'y a pas trop de boutons, bon ben ça va quoi. Alors comme tu vois, il y a un connecteur microphone ici, un micro, ok, voilà. Il y a toujours la sortie flash, ok, voilà, l'écran orientable. Alors, tu vois que c'est vraiment pensé pour les gens qui veulent faire de la photo, mais aussi du vlogging, c'est-à-dire que s'auto-enregistrer ou faire des selfies, tout ça. Donc, tiens, je te passe un exemple que j'ai fait avec ma fille. Alors, petit essai vlogging avec Pinot. Le son que tu entends, c'est de l'appareil photo. Il n'y a pas trop de lumière là où on est.
et l'ISO est en automatique, mais ça donne une idée. Alors qu'est-ce que t'en penses, Pino? C'est bien? Dis hola, hola. Mais comme tu vois, le reste c'est pareil. Alors l'autofocus, ils ont un autofocus dual pixel qui est nickel, qui marche super bien. Ils l'ont amélioré, mais tu vas peut-être pas voir la différence parce qu'en fait ils l'ont amélioré à une certaine distance. C'est-à-dire que détection d'œil et de visage, elle s'est améliorée si la personne est loin. Mais sinon, si tu l'utilisais de près, tu vas pas voir de différence. Ils ont aussi rajouté que la détection d'œil et de visage, ça marche aussi en vidéo et pas seulement en photo. Mais attention, quand tu passes en 4K, eh bien, ça désactive le dual pixel et ça devient un autofocus par contraste. Et là, ça patine comme ça patinait sur la version 1. Alors moi, je demande, Monsieur Canon, puisque les gens pleuraient là-dessus, pourquoi vous n'avez pas amélioré ce truc? Pourquoi vous n'avez pas fait que le dual pixel il marche aussi en 4K? Je comprends pas. Ok. Deuxième truc, le 4K, eh bien, sur la version 1, tu as un crop de 1,6, c'est-à-dire que tu es en train de t'enregistrer vlogging comme je disais avant, tu te passes en 4K, tu es comme ça, quoi, tu vois. Donc, ça t'oblige à acheter un objectif super grand angle, un 10-22 par exemple, parce que sinon, tu vas être complètement encastré, ça recoupe de 1,6. Alors, ça sur la version 1. Donc, tout le monde a dit, bon, ben, sur la version 2, ils vont améliorer ça, peut-être pas 1,1, mais peut-être 1,2, 1,3, pas 1,6. Eh bien non, Monsieur Canon, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Les gens ils pleurent pour ça, puis vous leur avez rien fait là. Vous n'avez pas amélioré ça, c'est pas cool ça. C'est pas cool parce que les gens ils avaient vraiment. Et ça les intéressait ceux qui font du 4K. Voilà. Alors le 4K, eh bien on va y revenir juste après, hein, mais il y a encore des petits trucs à rajouter dessus. Ok hein. Alors parlons des ISO. Les ISO, tu vas pas avoir une grosse différence, ça va de 100 jusqu'à 25 600 ISO. Alors je te passe des photos. Je pense que j'ai à 3200, c'est ok. Au-dessus, ça se gâte. Alors, si t'es en photo, après, si t'es en vidéo, ça va de 100 jusqu'à 6400 ISO si t'es en 4K, et si t'es en Full HD, ça va de 100 jusqu'à 12800, mais tu peux le forcer un peu plus. Donc, moi, je pense que les ISO, il y a des gens qui veulent des trucs de folie. Je pense que jusqu'à 3200, c'est acceptable, donc c'est suffisant. Ok, pour ce genre d'appareil photo, moi, je pense que c'est suffisant. Et même, je dirais même pas pour ce genre d'appareil photo, je dirais pour ce genre de n'importe quelle photo, avec 3200, on doit être capable de se débrouiller. Mais enfin, chacun voit midi à sa porte. Hein. Mais bon, moi je pense que c'est suffisant. La vitesse de 30 secondes jusqu'à 1/4 millième de seconde. L'écran, ben, ils ont laissé l'écran mobile, voilà, comme avant. Ok. Le flash, alors petit flash ici, il synchronise à 1/2 centième de seconde. J'aurais pas fait un 250e, mais enfin Canon 1/2 centième, c'est habituel, ok. Et tu as une griffe flash, ok, là ils ont laissé la griffe standard, ils n'ont pas fait comme l'histoire du 250D où ils ont viré la griffe standard, là c'est une griffe standard, donc tu peux utiliser un flash normal, standard, ou un déclencheur standard. Si tu veux TTL, évidemment il faut un compatible Canon, mais sinon tu as un truc manuel, tu peux le mettre dessus, donc ça c'est nickel. Il y a toujours les fonctions de scène pour avoir type portrait, paysage, trucs comme ça. Après les modes couleur, noir et blanc, trucs comme ça. Voilà. Enfin, c'est bien pour, je pense, ceux qui ne savent pas trop faire de photos et puis ils veulent avoir un pré-réglage facile. Ça c'est utile. Et ou ceux qui ne veulent pas faire d'édition sur l'ordinateur, ils veulent avoir directement la photo en noir et blanc ou en sépia, un truc comme ça. Bon voilà, tous ces trucs, ça y est. Autre chose qui est intéressante, qu'il n'y avait pas sur la version 1, je crois me souvenir qu'il n'y avait pas sur la version 1, c'est qu'ils ont mis au niveau des menus, alors je vais retourner pour te montrer, les menus, tu as le menu standard ou le menu guidé, tu vois. Alors, le menu guidé, le menu standard, ben, c'est des infos, tu règles ton menu. Alors, l'écran est complètement tactile, hein, tu touches tout ce que tu veux comme tu veux, ça c'est nickel. Tu n'es pas obligé de toucher la roue, hein, tu vois, tu peux changer de l'un à l'autre en touchant. Ça c'est 100% tactile. Et alors les menus guidés, ben, la première fois que je l'ai vu, je crois que c'était sur le 800D, où quand tu vas faire une photo, suivant ce que tu vas faire, si tu as pris des presets, des scènes, trucs comme ça t'indique, voilà, tu vas faire une photo comme ça, attention, l'appareil photo est peut-être, la vitesse est peut-être un peu lente, ça va peut-être un peu bouger. Ou si tu fais tel truc, voilà, ça te guide et ça te permet d'apprendre. C'est qu'on voit un petit prof dans ton appareil photo, donc ça te file un coup de main. Donc je pense que c'est pas mal, surtout pour ceux qui savent pas trop comment configurer.
ben, ça les aide. Et puis après, quand tu n'as plus besoin de ce guide qui tient la main, ben, tu passes au menu classique et puis tu te déplaces, quoi. Mais alors que l'écran soit complètement tactile, moi j'ai trouvé ça nickel, quoi. Parce que je sais plus si la version 1 c'était comme ça, mais quelquefois tu as des écrans qui sont tactiles partiellement. Pour faire la photo, oui, mais après pour te déplacer dans les menus, non. Donc là que ça soit 100% tactile, je trouve que c'est super. Alors revenons à la vidéo. Alors en 4K, ça fait 24 et 25 images secondes seulement, pas plus. Hein, ça fait pas ni 30, ni 60, ni rien. Voilà, donc ça les gens ils s'attendaient un peu plus. Ça fait un crop de 1,6, c'est-à-dire qu'une recoupe de 1,6, c'est énorme. Vraiment, si tu voulais faire beaucoup de vidéos en 4K, ben, à mon avis, c'est un problème. Et surtout, ça désactive l'autofocus dual pixel. Tu passes en détection de contraste. Alors là, je dis, monsieur Canon, là, ça déconne. Quoi. Voilà, ça rime en plus. Voilà. Je pense qu'il aurait fallu améliorer ça. En Full HD, il y a 60, 50, 30, 25 et 24 images secondes. Ils ont le 24, c'est bien, parce qu'il y a certains appareils photo qui ont le 24 en 4K, mais pas le 24 en Full HD. Donc si tu veux mélanger des prises de vue tout à 24, parce que par exemple tu as utilisé le 4K, pas pour un truc final en 4K, mais simplement parce que tu veux faire une recoupe après, parce que tu n'avais pas un téléobjectif ou n'importe quoi, et sans perte de qualité, ben, tu le faisais comme ça, mais si tu n'as pas la même vitesse, ça peut être un problème. Bon, donc là c'est sur les deux, c'est bien. Mais par contre, certains auraient voulu avoir du 100 et 120 images secondes pour faire de la caméra encore plus lente, et ça ils n'ont pas mis. Le temps de la limite d'enregistrement qui n'est plus obligatoire à 30 minutes, enfin elle n'était pas obligatoire avant, simplement il y avait des impôts supplémentaires pour le fabricant si c'était plus de 30 minutes d'enregistrement continu. Mais depuis 1 an et demi déjà, ça n'existe plus cet impôt. Donc il n'y a plus de limite autre que décision propre du fabricant, que ce soit pour des raisons techniques ou commerciales. Eh bien ils ont laissé la limite à 30 minutes d'enregistrement en continu. Donc c'est un peu dommage. Et bon, il y a Wi-Fi, Bluetooth. Ils ont rajouté un bouton, un truc qui est pas mal. Ouais, bon, pas mal. Ça dépend de l'opinion de chacun, mais enfin moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Il y a des gens qui disaient que ça servait à rien, je pense que c'est à chacun de voir. Mais quand on enregistre en vidéo, maintenant ils ont rajouté, en plus du bouton pour appuyer là-dessus et pour démarrer l'enregistrement de la vidéo, tu as un petit bouton sur l'écran, si tu appuies, ça commence à enregistrer. Donc moi, je trouve ça bien qu'ils l'ont rajouté. Il y a des gens qui pensent que ça ne sert à rien, mais enfin, si tu veux pas l'utiliser, tu ne l'utilises pas. Il ne dérange absolument pas. Simplement, ça peut être pratique. Surtout qu'appuyer un écran, souvent, ça fait moins bouger l'appareil photo qu'appuyer un bouton. Donc bon, ça à toi de voir. Enfin bon, je pense que c'est ok. Alors, qu'est-ce qui lui manque à cet appareil photo, à mon avis? Ben, moi, je pense que cet appareil photo, ça pourrait être un super appareil photo. Celui-là et son prédécesseur, pour faire du voyage. Mais beaucoup de gens aimeraient qu'un appareil photo comme ça il soit rapide et surtout protégé. C'est-à-dire que ça serait bien s'il était tropicalisé, hein, okay, même si c'est un peu plus cher. Mais surtout au niveau de l'utilisation, moi il me manque énormément une molette arrière. C'est-à-dire que là j'ai ma vitesse ou mon diaphragme, et pour changer de l'un à l'autre je dois appuyer sur ce bouton ici. Et je trouve ça dommage. Ils auraient pu mettre une deuxième molette ici, hein, et avoir donc vitesse devant et diaphragme derrière ou vice versa, où tu peux le reprogrammer. Ça ferait vraiment un super appareil, parce que là je pense que beaucoup de gens qui ont l'habitude d'avoir un petit appareil comme deuxième appareil après leur gros truc, qui ne veulent pas trimballer partout, et souvent ils ont les deux boutons, et ils sont habitués à ça, ça serait vraiment cool qu'il y ait les deux molettes. Et là je pense que ça serait vraiment le roi des petits appareils, parce que il est agréable en main. Le fait qu'il y ait un petit peu plus d'objectifs maintenant avec Sigma, ça le remet sur le terrain. Donc je pense que c'est un super truc. Mais là, monsieur Canon, je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas améliorer vos appareils APS-C. Et là, je pense qu'il y avait un grand devoir d'amélioration. Je pense que c'était faisable. En plus, il n'y avait même pas besoin d'imaginer la liste des trucs améliorés, puisque tous les utilisateurs pleuraient déjà ces nouveautés qu'ils auraient voulu avoir sur le Mark II et que tristement, ils n'ont pas eu. Voilà. Donc, conclusion. Alors, pardon, j'ai oublié, la batterie. La batterie aussi. Les gens attendaient d'avoir une batterie plus costaud, parce que la grosse faiblesse du M50, c'est le temps de la batterie. Alors, je ne sais même plus combien de photos il fait, j'ai dit dans mon autre review, mais c'était peu. Ils ont remis la même batterie et était à peu près les mêmes temps.
Donc ça c'est dommage aussi, mais une autre batterie serait peut-être fait un appareil plus gros. Voilà, donc peut-être qu'ils ne voulaient pas faire un nouveau format d'appareil parce qu'ils ont profité des coques qui existaient, hein. J'en sais rien. Voilà, enfin bref, c'est la même batterie. Par contre, je félicite Canon parce que eux, oui, ils continuent à mettre un vrai chargeur. C'est-à-dire que si tu as une deuxième batterie, tu la mets dans le chargeur à charger pendant que tu vas faire tes photos dans la rue avec une autre batterie. Tu n'as pas besoin d'acheter un chargeur additionnel ou d'avoir branché l'USB pour que ça charge et pendant ce temps tu n'utilises pas l'appareil photo. Enfin bref, voilà, félicitations Canon pour être un des peu de fabricants à continuer à mettre de vrais chargeurs. Et ça, je crois qu'il faut le dire parce que c'est vrai et c'est un truc que je réclame souvent. Alors ma conclusion, est-ce que ça vaut le coup d'acheter cet appareil photo? Eh bien, moi, il y a 1 an ou 2 ans, j'aurais dit bah non. Non, achète le M50, qui est... Attention, ce que je raconte, les points négatifs que je raconte de cet appareil n'en font pas un mauvais appareil. Moi, je trouve que le M50 et le M50 Mark II sont de super appareils. D'ailleurs, ce sont mes préférés de la gamme M de Canon. Et en petits appareils, j'aime vraiment bien ces appareils. Ok. Alors, il y a 1 an et demi, je t'aurais dit, bah non, tu vas pas acheter le Mark II, ils ont pratiquement rien fait de neuf. Ok. Et ouais, à part le streaming, ils ont rien fait de neuf en fait. Voilà. Donc, moi, je dirais, aujourd'hui, je change d'avis. Parce qu'on a été renfermé, je ne sais pas combien de mois pour le confinement. Certains qui me voient sont encore renfermés. En fait, tu te rends compte que beaucoup de gens ont commencé à faire de la publication sur les réseaux sociaux. Et ils ont utilisé des webcams, des trucs comme ça. Et pouvoir utiliser cet appareil photo en streaming, c'est-à-dire émettre en direct en l'utilisant comme une webcam et avoir de l'autofocus et une meilleure qualité optique et tout ça, mais je pense que ça vaut le coup. Donc comme on ne sait jamais comment on va évoluer la situation, ou peut-être que toi tu as commencé avec ton téléphone et maintenant tu voudras un appareil photo, tout ça, mais ouais, je pense que ça vaut peut-être le coup de payer ce petit extra pour avoir ce streaming, peut-être que tu n'as peut-être jamais utilisé, mais ça tu sais pas, tu vois. Donc si ça se trouve, tu l'utilises un jour et puis tu dis bah, heureusement je l'avais acheté, tu vois, et la différence de prix n'est pas énorme de toute façon, ok. Donc je pense que ça peut valoir le coup. Alors par contre, si tu es sûr que tu vas jamais faire ça, achète la version 1 parce que ça vaut pas le coup de payer la différence dans ce cas-là, parce que si tu es sûr que tu vas faire de la photo, de la vidéo, même la 4K, ça va être la même chose, la qualité d'image c'est la même, la qualité vidéo c'est les mêmes, tout est pareil. Détection de l'œil, l'autofocus un petit peu meilleur, mais enfin c'est pas fantastique, la différence n'est pas énorme non plus, tu vois. Donc moi je pense que sinon tu achètes la version 1 et c'est amplement suffisant, on va pas claquer en plus, sauf si tu as vraiment peut-être cette idée. Autre raison peut-être d'acheter celui-là au lieu de la version 1, c'est par exemple en cas de revente, bien, je pense qu'il va décoter moins vite celui-là que la version 1 évidemment qui est plus ancienne. Voilà. Mais si tu n'as pas trop d'argent, prends la version 1 qui sera super. Alors moi ces appareils je trouve complètement recommandables dans le cadre que j'ai expliqué, pour le voyage, petit appareil, tout ça, je trouve que c'est nickel. De toute façon je dis toujours tropicalisé parce que tout le monde parle qu'ils veulent du tropicalisé. Mais en fait, tu te rends compte que souvent, quand il pleut, ça tombe sur l'objectif aussi, donc ça va gêner la photo. Donc souvent, on ne fait pas vraiment de photos. Ça serait plutôt, à mon avis, dans le cadre de beaucoup de poussière et beaucoup d'humidité, plus que de la pluie, en fait, quoi, hein. Mais je pense que ouais, ça serait un plus que ça y soit. Mais enfin bon, c'est la gamme de Canon. Je pense que Canon n'est pas vraiment en train de faire un gros effort sur sa gamme M, parce que je pense qu'il devrait avoir un meilleur M50, tu vois, je pense qu'il pourrait le faire. Et si ce M50, vu sa taille, moi je préfère beaucoup plus au M6 Mark II, j'avais fait le test là aussi, hein. Je préfère au M200, tout ça. Le M50 pour moi c'est mon favori de la gamme M. Et je pense qu'il devrait sortir un M50 Mark III ou Pro, n'importe quoi. Et là, vraiment, arranger l'autofocus dual pixel qui soit toujours, même en 4K, qui est du 4K pas seulement à 24 et 25 images secondes, mais aussi à 30, 60 et 50, qu'il y ait aussi du 100 et du 120 images secondes, qui n'est pas un crop aussi costaud sur le 4K, je pense que ça ferait un appareil photo mortel, quoi. Ça serait vraiment un super appareil photo pour pratiquement tout le monde. Et surtout rajouter la molette là, pour une deuxième roue, une deuxième molette pour dissocier diaphragme et vitesse. Voilà. Mais sinon, oui, c'est un appareil que je recommande, mais il faut que tu sois bien clair que si tu as un Mark 1, un 1 et tu veux passer au Mark 2, ça vaut vraiment pas le coup, sauf pour le streaming. Si tu veux en acheter un pour la première fois, ben peut-être prends directement celui-là parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir va nous dire. Voilà. Ok. Eh bien, je te remercie d'avoir vu cette vidéo. Je remercie Photosware de m'avoir passé l'appareil photo.
Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je montrerai une nouvelle vidéo. Mon site web erigibo.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo erigibo.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Amazon, des liens vers d'autres sections de ma chaîne YouTube et aussi un lien vers mon compte PayPal si tu veux faire un don. Je remercie toujours. Allez, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.